Alors, est-ce qu'on peut commencer ou là, on attend encore vos camarades? Accordez-nous 2 minutes. D'accord. Merci. À quel chapitre? Alors, par rapport à l'examen, ça sera selon l'état d'avancement du TD, donc où on va s'arrêter aujourd'hui. Donc, on fera les exercices concernant les lois pour les variables continues et on verra un ou deux exercices pour les vecteurs aléatoires. C'est tout. Mais sinon, l'examen, c'est des calculs, vous n'aurez pas des démonstrations, etc. Est-ce que ça veut dire que les vecteurs aléatoires seront compris dans l'examen? Oui, parce qu'au niveau de la série que je vous ai envoyée, aujourd'hui, il y a deux exercices sur ça. Suffisamment d'exercices? Non, deux uniquement. Donc, les expressions conditionnelles, donc f de x, y, f de x sachant y, etc. Pour des variables indépendantes, etc. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Normalement, oui. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Voilà, alors au niveau de la séance passée, en présentiel, on avait terminé la série 4, où on avait solutionné les deux derniers exercices. Donc ceux-là, un concernant le calcul de l'espérance, et on a trouvé une espérance égale à l'infini, et aussi démontrer que la loi binomiale quand n tend vers l'infini et que p tend vers 0, elle converge vers une loi de Poisson. Donc c'est ce qu'on a vu la fois passée. Et ensuite on a introduit la 5e série. Donc ça c'est bon normalement. Alors, au niveau de la 5e série, donc c'est à peu près le même principe. On doit trouver les caractéristiques des lois concernant les variables continues. Donc pour les lois qu'on va voir, donc selon le premier exercice, la loi uniforme, exponentielle, gamma, Erlang, Vébule et normale. Donc il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'autres lois, beaucoup plus complexes, qui dépendent de plusieurs paramètres et qui sont utilisées pour des cas spécifiques. Alors pour chaque loi, il faudra vérifier qu'elle forme une densité de probabilité. Donc pour rappel, comment est-ce qu'on peut vérifier qu'une loi forme une densité de probabilité? Donc on l'avait fait en présentiel. Donc qui est-ce qui peut répondre déjà? Calculer l'intégrale de f de x Voilà. sur AB. Bon, sur AB, c'est concernant la loi uniforme. Mais de manière générale, c'est l'intégrale de la De fonction moins de densité. D'accord. Voilà, donc si on calcule cette intégrale et on trouve 1, veut dire que cette loi forme réellement une densité de probabilité. La fonction de densité, c'est f de x. La fonction de répartition, grand f de x, comment est-ce qu'on la calcule? Comment est-ce qu'on la calcule? Alors, pour la fonction de répartition, c'est l'intégrale de f de t dt pour, on intègre de moins l'infini jusqu'à x. On l'avait fait la fois passée pour la loi uniforme. Pour le calcul maintenant de l'espérance, comment est-ce qu'on calcule l'espérance? Alors dans le cas discret, on faisait une somme de pi fois x, xi. Et dans le cas des variables continues, L'intégrale de x f de x. exactement. Donc si on calcule l'intégrale de x
f de x, on tombe sur l'espérance mathématique. Pour la variance, c'est la même formule, donc c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc il faudrait calculer l'intégrale de x carré f de x moins l'intégrale de x f de x. Donc pour la loi uniforme, donc la loi uniforme, c'est une loi qui est égale, donc la densité f de x, elle est égale à une constante qui est 1 sur b moins a. Et donc, pour calculer la fonction pour prouver que c'est une densité de probabilité, on intègre. Pour la fonction de répartition également, pour l'espérance et pour la variance. Donc, du moment qu'on n'a pas assez de temps et que c'est pas vraiment important toutes ces preuves-là, on va juste énoncer les résultats et puis faire les exercices en utilisant les résultats du premier exercice. Donc pour la loi uniforme, on avait trouvé l'espérance b plus a sur 2. Pour la variance, ça sera b moins a au carré sur 12. Maintenant, la loi exponentielle. Alors, est-ce que quelqu'un il connaît la formule de la fonction de densité? Pour la loi exponentielle. Donc déjà, dans quel cas on va utiliser par exemple la loi uniforme, la loi normale, exponentielle, etc. Pour la loi uniforme, c'est une loi qu'on utilise pour modéliser des phénomènes qui sont uniformes sur un intervalle donné. Elle est aussi utilisée pour des simulations sur ordinateur. Et la caractéristique de cette fonction, c'est qu'elle est dans sa fonction de densité, elle est égale à une constante. Et c'est, si on veut, la fonction la plus facile la loi la plus facile au niveau des calculs, d'espérance, de la variance, etc. Pourquoi? Parce que il suffit d'intégrer une constante sur un intervalle. Pour la loi maintenant exponentielle, elle est utilisée dans quel cas pratique? Normalement, il vous l'a expliqué en cours. Alors, pour la loi exponentielle, c'est toujours pour modéliser des temps d'attente ou bien des durées de vie. Quand vous avez un exercice où on vous parle de temps d'attente ou bien de durée de vie, vous devriez savoir pertinemment qu'il faudra utiliser la loi exponentielle. Et maintenant, pour la formule de f de x, est-ce que vous avez une idée sur la formule? Est-ce que vous vous souvenez? F de x. Non? Alors, f de x, qui est la formule de la fonction de densité, elle est égale à lambda fois exponentielle moins lambda x, tout simplement. Comme ceci. Sachant que le x, il est positif. Alors, pour grand f de x, ça sera l'intégrale de lambda exponentielle moins lambda x. En grand f, on va tomber sur 1 moins exponentielle moins lambda x, si on intègre. Pour l'espérance maintenant, ça sera l'intégrale de x lambda exponentielle moins lambda x. Donc on a une intégrale d'une fonction qui n'est pas vraiment simple, si on veut. Si on veut, c'est l'intégrale de u fois v. Donc l'idée, pour trouver l'espérance, c'est d'utiliser l'intégration par partie. Donc l'intégration par partie, c'est intégrale de u, normalement c'est de uv', c'est égal à ceci. Moins l'intégrale de u'(v). Alors maintenant, pour choisir quelle est la fonction u et quelle est la fonction v', tout dépend. Donc on calcule u, on calcule u', puis on calcule v et on calcule v'. Donc on a x lambda exponentielle moins lambda x, donc à calculer, si on veut c'est ça. Donc le lambda il peut sortir de l'intégrale, c'est une constante. Si on veut, vous avez x exponentielle moins lambda x. Donc x c'est une fonction et exponentielle moins lambda x c'est une fonction. Et donc en faisant ces calculs-là, on va tomber sur une espérance qui est égale à l'inverse de lambda, 1 sur lambda. Veut dire qu'au niveau maintenant des exercices, si vous avez un exercice où on vous demande de calculer la moyenne ou bien l'espérance mathématique
pour une loi exponentielle d'un paramètre lambda, et on vous donne ce lambda, il faudra juste calculer 1 sur lambda directement. Pour la variance, kiff, donc ça sera l'intégrale de x carré exponentielle moins lambda x fois lambda. Et donc vous aurez la fonction x au carré, la fonction exponentielle moins lambda x. Toujours utiliser l'intégration par partie. Et vous faites la différence avec le 1 sur lambda, le tout au carré. Donc 1 sur lambda au carré, vous allez tomber sur 1 sur lambda au carré pour la variance. Clair? Donc j'ai pas envie de perdre du temps pour faire toutes les démonstrations. Ça va nous prendre du temps et en plus ça sera pas bénéfique pour l'examen. Normalement aussi il vous a envoyé les tables des lois usuelles. Bon, ça c'est les lois discrètes, pardon. Voilà pour les lois continues. Alors vous avez la fonction de densité pour chaque loi, l'espérance et la variance. La variance aussi c'est sigma au carré. Sigma c'est l'écart type. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit pour la fonction uniforme. Pour la loi uniforme, pardon, c'est b-1 sur 2 pour l'espérance et b-a au carré sur 12 pour la variance. Maintenant pour la loi exponentielle, donc espérance égale à 1 sur lambda et variance égale à 1 sur lambda au carré. Maintenant on a une autre loi qui est la loi Erlang et gamma. Donc est-ce qu'il vous a parlé de ces deux lois en cours? En fait, on a fait la plupart des lois, mais il nous a dit qu'il y avait des lois dont on n'était pas... Non, c'est pas demandé que l'examen. Oui, je pense que c'est la loi Erlang et Gauss et Weibull. Alors, pour la loi Erlang, c'est une loi qui est discrète. Elle dépend d'un paramètre k et de lambda aussi. Elle est utilisée pour modéliser par exemple des systèmes informatiques en téléphonie. Vous remarquez aussi qu'elle dépend, donc plus les lois ici, regardez comme la loi, les lois Maxwell, Weibull, etc. Gamma aussi, elles dépendent de plusieurs paramètres. Donc vous avez θ, bêta, alpha, etc. Et donc, du moment qu'il y a beaucoup de paramètres, elles sont utilisées dans des cas vraiment particuliers. Pour gamma, ça ressemble à Erlang, sauf que le alpha ici, il est réel, contrairement au cas au niveau d'Erlang qui est entier. Donc voici les formules. Je pense pas qu'il va vous donner ça à l'examen. Pour Weibull aussi, c'est pour des cas vraiment particuliers. La loi qui nous intéresse le plus, c'est... Oui. Donc, si on a... Alors, bon, avec déjà la loi uniforme qui est très simple, même pour les... Si on veut pour les démonstrations, etc., elle est simple quand même, parce que elle est égale à une constante. Exponentielle aussi, on a pour modéliser des temps d'attente. Donc cette loi, elle est importante, celle-là. Mais Ntouma, comme j'ai dit, il faut juste retenir la loi, la fonction de densité, l'espérance et la variance. Et directement appliquer, s'il vous demande de faire des calculs. Même Hadi, elle est plus ou moins facile à trouver, parce que elle est assez simple pour intégrer, etc. La loi Erlang et Gauss, je pense pas. Regardez, déjà la formule elle est assez complexe. Imaginons qu'on l'intègre. Donc si on intègre ça fois x, normalement on tombe sur ça. Mais c'est pas évident, donc c'est un peu lent à faire. Et la loi de Gauss, la loi de gamma, kiff. Et Weibull, je pense pas. La loi Letteh, je pense c'est la loi normale. La loi normale ou bien la loi de Gauss. La loi, elle est très utilisée, elle permet de modéliser des phénomènes naturels et elle est aussi utilisée en sociologie pour étudier une population. Donc c'est la fameuse loi qui a la courbe en cloche. Alors c'est une loi aussi qui a pour caractéristique d'être symétrique par rapport à la moyenne. Donc vous avez au niveau du graphe de f de x, vous avez ce dessin-là. La loi normale, en général, c'est
elle est ainsi. Et la symétrie, ici, donc au niveau, là, vous avez la moyenne, donc l'espérance, ou bien M. La loi normale, elle dépend de deux paramètres. Elle dépend de M et de sigma. Donc voici sa formule aussi. Donc une loi normale ou bien une loi de Gauss, elle dépend de M et de sigma au carré. Voilà la formule. L'espérance, c'est M. Et la variance, c'est sigma au carré. Alors, le problème avec cette loi, c'est que pour obtenir grand f de x, qui est l'intégrale de ça, c'est assez compliqué. Donc, pourquoi? Parce qu'elle ne dépend pas de fonctions, de petites fonctions élémentaires. Et c'est pour ça qu'on a recours, dans le cadre du calcul des probabilités, aux tables. Non, pourquoi? Je n'ai pas compris ici. C'était par rapport à une question. Ah, ok. Voilà. Alors, pour la loi normale, du moment que j'ai dit qu'il faudrait des tables pour le calcul, donc si on vous demande par exemple de calculer, voilà, attendez, pour la loi de Webull, je ne sais pas si vous envoyez ce document. Donc il y a même d'autres lois, la loi bêta, etc. Donc ici aussi vous avez l'expression de la densité, la fonction de répartition, plus l'espérance et la variance. Alors, du moment que pour le calcul de... Attendez. J'ai dit que pour calculer P de X, je vais essayer de taper R. Alors, P de X inférieur à A. En réalité, c'est égal à F de A. Sachant que F, c'est la fonction de répartition. Dans le cas de la loi normale, j'ai dit que F, elle est difficile à obtenir et donc on a recours à des tables. La table, elle va nous donner directement le résultat de P de X inférieur à A qui est F, grand F de A. En réalité, grand F, c'est l'aire sous la courbe de F de X parce que c'est l'intégrale. Et le problème avec la loi normale, donc si on considère une loi normale générale avec une moyenne M et une variance sigma au carré, le problème c'est qu'on devrait avoir énormément de tables. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de valeurs pour M et énormément de valeurs pour sigma. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu d'avoir pour chaque sigma et pour chaque M une table, on va travailler avec la loi 0,1. Est-ce qu'il vous a parlé de la loi normale avec moyenne égale à 0 et sigma au carré égale à 1? Oui. Alors, la loi, c'est ce qu'on appelle la loi normale standard. Donc, c'est un cas particulier de la loi normale de format général. Du moment que la moyenne elle est égale à 0, veut dire que déjà au niveau du graphe, elle sera symétrique par rapport à votre avis? Donc, la courbe تاعك je dis. Donc j'ai dit la symétrie elle est par rapport à la moyenne. Et du moment que M il est égal à 0, donc ça sera comme ça. C'est pour ça qu'aussi qu'on l'appelle la loi normale centrée. Donc vous aurez M ici qui est égal à 0. Comme j'ai dit, c'est un cas particulier. Cette fonction-là, la caractéristique qu'elle a, c'est que c'est une fonction qui est symétrique. Et donc, comme résultat, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, pour f de x par rapport à f de moins x, ça sera égal à 1 moins f de x. f de moins x est égal à 1 moins f de x. Donc, pour la loi normale standard et centrée, nous avons une table. La voici. Est-ce qu'il vous l'a communiqué? Normalement, oui, madame. Voilà, donc c'est cette table-là que vous devrez avoir à l'examen pour faire vos calculs. Donc la table, elle comporte les P de X inférieurs à A. Pour les tables, je vais vous envoyer un mail vérifier tout à l'heure. Enfin, je pense que c'est celle-là. Bon, il y a d'autres tables, mais c'est celle-là qu'il faudra utiliser. Donc, par exemple, si je cherche un
P de x inférieur à, regardez comme ici, 1,24. Ici, je vais chercher le 1, 1,2. Puis ici, le deuxième chiffre après la virgule, 1,24. Donc P de x inférieur à 1,24, ça sera égal à l'intersection. Si maintenant, j'ai envie de calculer un P de x inférieur à moins x, moins a par exemple, moins 1,24, il faut calculer P de x inférieur à 1,24 et faire 1 moins P de x inférieur à 1,24. Donc 1 moins 0,8925. C'est clair? Donc si vous voulez, on peut faire, par exemple au niveau de la série, du moment qu'on ne va pas faire les démonstrations, pour être dans le même, pour rester au niveau de la loi normale, il y a par exemple l'exercice 6, on nous donne z qui est une variable continue qui suit une loi normale standard, c'est-à-dire de moyenne 0 et de variance égale à 1, et on nous demande de calculer à partir des tables ces probabilités. Alors, on commence par la plus simple. P de x inférieur à 2. Ça sera égal à quoi? Donc, pour le calcul, on a recours aux tables. Et ici, on va chercher 2. Et ça sera égal à combien? Vous avez la table qui est affichée devant vous. Alors, P de x. 0,9762. C'est ça. Voici le 2. 2,00. Et P de z inférieur à 2, c'est égal à 0,9772. Alors, comme j'ai dit, la table elle nous donne que des P de x inférieur à 1. Maintenant, comment calculer P de x inférieur à moins a, une valeur négative? Ce sera égal à quoi? Ce sera égal à, toujours, il faut essayer de trouver la formule en fonction de P de x inférieur à a. C'est égal à 1 moins P de x inférieur à a ici. Et donc, pour calculer P de x inférieur à moins 2, ce sera égal à combien? Donc, au niveau de l'exercice, on nous demande... Voilà. P de x inférieur à moins 2. Il suffit juste de faire 1 moins 0,9772. Normalement, on tombe sur un 0,022 plus des chiffres. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de connaître ces formules-là et les manier. Maintenant, P de x supérieur à a. En fonction de P de x inférieur à a, ça sera égal à quoi? Toujours 1 moins P de x inférieur à a. Et P de x supérieur à moins a, ça sera 1 moins P de x inférieur à a. Et c'est égal à P de x inférieur à a, tout simplement. Donc ce que je vous conseille, c'est de connaître ces trois formules. Donc vous savez qu'au niveau de la table, vous avez le résultat pour P de x inférieur à a. Et quand vous avez, on vous demande au niveau de l'exercice inférieur à une valeur négative, ou bien supérieur à a, ou bien supérieur à une valeur négative, vous utilisez ces formules-là. Maintenant, si on a P de x, par exemple, au niveau de l'exercice, on a entre moins 2 et 2. Ça sera égal à quoi? Moins 2. Donc, de manière générale, P de x compris entre a et b, ça sera grand F de b moins grand F de a. Et donc, ça sera
grand F de 2 moins grand F de moins 2. Voilà, P de X inférieur à 2 moins P de X inférieur à moins 2. Et ça, c'est 1 moins P de X inférieur à 2. Et donc, c'est égal à 2 fois Moins P de X inférieur ou supérieur à moins 2. Comment? P de X inférieur ou supérieur à moins 2. Inférieur à 2. Pourquoi? Parce que, regardez, de manière générale, pour n'importe quelle loi, comme j'ai dit, c'est f de B moins f de A. Et le f de X, f de A ou bien f de B, c'est P de X inférieur à A. Ici. Ici, c'est P de X inférieur à B. Ici, c'est P de X inférieur à A. Et donc, P de X inférieur à 2 moins P de X inférieur à moins 2. D'accord. Et donc, ça, c'est égal à 1 moins P de X inférieur à 2. Donc, on aura 2 fois P de X inférieur à 2 moins 1. Et il suffit de trouver P de X inférieur à 2. On l'a déjà trouvé, c'est 0,9000 quelque chose. On le multiplie par 2 et on soustrait un 1. Et on trouve P de X compris entre moins 2 et 2. Donc si vous connaissez ces formules-là, vous pouvez calculer n'importe quelle probabilité en utilisant la table. Bien évidemment, notre X, il suit une loi normale, centrée et réduite. N, 0, 1. C'est clair? Oui. Oui, madame. Alors maintenant, on va supposer que, par exemple au niveau des exercices, c'est pas toujours une loi centrée réduite. Donc on vous donne un certain sigma et on vous donne une certaine moyenne. Donc il y a une étudiante qui m'a envoyé hier un exercice dans ce sens. On nous demande de calculer des P de X inférieur à A, par exemple, avec une variable continue qui obéit à la loi normale de moyenne 5 et de variance 9. Ça veut dire que X, elle suit une loi N, 5, 3. Parce que sigma, c'est racine de la variance, donc 3. Et du moment qu'on a une loi qui n'est pas centrée réduite, qui n'est pas 0, 1, 1, 0, 1, donc on ne peut pas, si on veut, utiliser cette table. Donc l'idée, ça sera de faire en sorte que cette loi normale, on va utiliser les propriétés, on va essayer de l'amener vers une loi centrée réduite pour pouvoir faire les calculs. Donc qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Donc si, par exemple, X, elle suit la loi normale 5, 3, normalement, il vous a présenté cette formule en cours. Donc, la variable aléatoire Z qui va suivre la loi normale 0, 1, en fonction de X, ce sera égal à... Elle sera égale à, est-ce que vous vous rappelez? Donc X moins M, le tout sur sigma. Et donc, quand on nous demande de calculer, attendez, au niveau de l'exercice, on nous demande de calculer P de X inférieur à 8. Donc c'est P de X inférieur à 8. C'est la même chose que P de Z inférieur à combien? Inférieur à 8 moins 5 sur 3.
Et donc, P de Z inférieur à 1. Voilà. Sachant que Z suit une loi normale centrée réduite, donc on peut calculer le P de Z inférieur à 1. On consulte la table pour x inférieur à 1. Voici la valeur pour x inférieur à 1. Voilà. Donc quand on vous donne une loi qui n'est pas centrée réduite, vous essayez de l'amener vers une loi centrée réduite, donc en faisant x moins m qu'on vous donne, le tout sur sigma qu'on vous donne, et le remplacer ici au niveau du x qu'on vous demande. Donc 8 moins 5 sur 3. Ça revient vers une variable z qui suit une loi normale centrée réduite, et donc on peut trouver la probabilité au niveau de la table, parce qu'on a une table pour n0,1. On n'a pas une table pour n5, 3. On ne peut pas avoir toutes les tables possibles, parce qu'il y a une infinité de sigma et de moyennes. Et donc l'idée c'est d'utiliser uniquement la table n0,1 pour calculer toutes sortes de probabilités qu'on souhaite. Alors qu'est-ce qu'on nous demande aussi au niveau de cet exercice-là? C'est de calculer P de x supérieur à 2. Allez, c'est égal à combien? Déjà, P de x supérieur à 2, c'est égal à 1 P de x inférieur à 2. Voilà. Sauf que P de x inférieur à 2 suit une loi normale non centrée. Et donc, on n'a pas au niveau de la table son résultat. Sinon, on devrait chercher une table avec m égale à 5 et sigma égale à 3. Mais si on utilise la table qu'on a pour la loi centrée réduite, donc c'est équivalent à P de Z inférieur à, donc 2 moins 2 moins 5 sur 3. Et ça donne combien? P de Z inférieur à moins 1. Voilà. Madame, c'est 1 moins P de... Oui, oui. 1 moins... Et P de Z inférieur à moins 1, c'est égal à combien? C'est 1 moins P de Z inférieur à 1. Donc au niveau de la table, on n'a pas les valeurs négatives. Donc c'est 1 moins P de Z inférieur à 1. P de Z inférieur à 1, on sait le calculer. Donc ça sera égal à directement P de Z inférieur à 1. Parce que le 1 avec le 1, ça part. Et c'est égal à, toujours, 0,8413. Alors, au niveau de l'exercice, qu'est-ce qu'on nous demande aussi de calculer? P de x compris entre moins 1 et 11. P de x compris entre moins 1 et 11, c'est P de x inférieur à 11 moins P de x inférieur à moins 1. Alors, P de... Alors déjà, il faudra la simplifier. C'est égal à P de x inférieur à 11 moins P de x inférieur à moins 1. P de x inférieur à moins 1, c'est égal à 1 moins P de x inférieur à 1. Moins P de x inférieur à 1. Et ça, c'est égal à P de x inférieur à 11 moins 1 plus P de x inférieur à 1. En fonction de z, ça sera égal à P de z inférieur à... Donc,
11 moins 5 sur 3. 11. Wow. Et ça donne combien? Donc je continue le reste. Moins 1 plus P2. 2. Et 1 moins 5 sur 3. Voilà. C'est égal à... Alors, vous avez dit 2. Moins 5, oui. P... Madame, P de Z inférieur. Où ça? Oui. Faites la formule qui est là. Oui, Z inférieur. Non, maintenant. Inférieur. Donc P de Z inférieur à 2, moins 1, moins, plus. Alors P de Z inférieur à 1 moins 5 sur 3, c'est égal à... Alors moins 4 sur 3. C'est égal à combien en virgule moins 4 sur 3? Moins 1,3. 1,3. Ok. Alors, donc P2 Z moins quelque chose, c'est 1 moins P2 Z inférieur à quelque chose. Donc 1 moins P2 Z inférieur. Vous avez dit combien? 1,33. Oui. Il y a des 3 encore. Donc tout dépend ce qu'on a comme virgule au niveau de la table. Alors, Madame, moi, oui. Moi 1,33. Non, le moins 1 virgule, c'est 1 moins. Oui. Alors, P de Z inférieur à 2. On va le chercher au niveau de la table. C'est celui-là. On a après moins 1, plus 1, ça part, moins P2 Z inférieur à 1,33. 1,33, donc 1,3. Ensuite, on cherche le 3. C'est égal à ça. Donc 0,9082. Voilà. Vous faites la soustraction et vous obtenez la probabilité pour un x compris entre 11 et moins z, sachant que x est une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne 5 et de d'écart type égale à 3, ou bien de variance égale à 9. Et donc on a pu trouver cette probabilité-là en utilisant la table de la loi normale centrée et réduite. Donc est-ce que vous avez compris l'exercice? Il est très important, je pense que vous pouvez avoir un exercice à l'examen comme ça. Madame, je suis bonne à la question. Avec une question directe, calcul. Qui mahada. Par exemple. Ça, c'est un exercice d'examen. Donc ça, c'est un exercice qu'une de vos camarades m'a envoyé pour que je lui donne la solution. Et je lui ai dit qu'on allait le faire tous ensemble en ligne pour que vous puissiez tous en profiter. Regardez, au niveau de cet exercice, on nous demande directement de calculer ces probabilités. Et on nous donne les caractéristiques de la loi normale concernant la variable x. On nous donne m et 9, m et sigma au carré, qui est la variance. Et puis on essaye de trouver une variable z qui obéit à une loi normale centrée réduite et de l'exprimer en fonction de x. Et l'expression c'est x moins m, le tout sur sigma. Voilà. Bien sûr, en sachant que faire les calculs, bien sûr. Donc au niveau de la table, on a des p de x inférieurs à une valeur positive. Donc quand on a une valeur négative, c'est 1 moins. Et quand on a le supérieur, c'est 1 moins. Et quand on a le supérieur à une valeur négative, c'est la même chose que x inférieur à une valeur négative. Donc on obtient ces caractéristiques car la courbe elle est symétrique. Et c'est la seule loi
qui a une symétrie par rapport à la moyenne, bien évidemment. Donc ici, c'est dans le cas d'une loi normale quelconque. Donc, pas forcément que ça soit symétrique par rapport à l'axe des Y. De manière générale, elle est soit là, soit là. Et la symétrie, donc si vous faites l'intersection avec l'axe des X, vous avez ici la moyenne, ou bien l'espérance. C'est clair comment est-ce qu'on fait des calculs? Donc, retenez ça, et retenez ça. C'est tout. Bien sûr, si vous tombez sur des probabilités supérieures à 1 ou là, ça veut dire que vous vous êtes trompé. Vous devez toujours avoir comme résultat un résultat entre 0 et 1. Donc si vous avez un résultat qui est différent, c'est signe que vous vous êtes trompé au niveau des calculs. C'est clair? Oui. Voilà, donc on a fait l'exo numéro 6. En plus, on a ajouté ce cas où on a une loi normale qui n'est pas centrée réduite. Maintenant, on revient vers l'exercice numéro 2. Donc, comme j'ai dit, le 1, c'est un exercice théorique. C'est pas vraiment important de le faire pour l'examen. Il faut juste consulter les lois ici pour les densités, les espérances et les variances. Je ne sais pas si elle est autorisée cette table au niveau de l'examen. Alors, exercice numéro 2. Un groupe de hackers tente de casser le système de cryptage d'une chaîne de télévision numérique. Chaque tentative se termine avec un succès, le décryptage, indépendamment des autres avec une probabilité P égale à 0,6. Et chaque tentative nécessite un temps égal à grand T. On vous demande de trouver la distribution du temps global nécessaire au décryptage, ainsi que l'espérance mathématique. Donc, au niveau de l'énoncé de cet exercice, il faut déjà spécifier quelle est la nature de la variable aléatoire et aussi quelle est la loi à utiliser. Donc, à votre avis, quelle loi on va utiliser pour résoudre cet exercice? À votre avis? Donc, si on prend pour x le nombre de tentatives pour obtenir un succès, et p c'est la probabilité de succès à une tentative unique, donc qu'est-ce qu'on peut conclure? Du moment qu'on a, qu'on vous dit, au niveau de l'exercice, on vous dit chaque tentative. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? La nature de la variable déjà. Est-ce qu'elle est continue ou est-ce qu'elle est discrète? Est-ce qu'elle est continue ou bien est-ce qu'elle est discrète, le x? Sachant que x, c'est le nombre de tentatives pour obtenir un succès. Elle est discrète. Oui, elle est discrète. Donc, on a un nombre de tentatives fini qui est égal à x, et donc on devrait opter pour une loi discrète. Et quelle est cette loi qu'on va utiliser? Donc, est-ce que c'est la loi de Poisson? Est-ce que c'est la loi binomiale? Est-ce que c'est une autre loi? Donc, on essaye de casser ce système. On fait plusieurs tentatives jusqu'à l'obtention d'un succès. Et ça vous rappelle quoi comme loi? Binomial. Non? Une loi où on a des échecs jusqu'à l'obtention d'un succès. C'est la loi géométrique. La loi binomiale, c'est quand on fait plusieurs tentatives et au niveau de chaque tentative, il y a soit succès, soit échec. Mais la loi géométrique, c'est un ensemble de tentatives qu'on fait. Donc on a plusieurs échecs, jusqu'à l'obtention d'un succès. Quand on a plusieurs échecs suivis d'un seul succès, on parle de loi géométrique. Donc c'est comme au niveau de l'exercice numéro 6, si je me rappelle, au niveau de la précédente série. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer. Bon, pour chaque tentative, il nous faut t temps égal à grand T. On a p égal à 0,6.
on vous demande de trouver le temps nécessaire pour le décryptage et l'espérance mathématique. Déjà, l'espérance mathématique, elle est égale à combien si vous vous rappelez? Donc, vous avez une loi géométrique. Déjà, P de I, il est égal à quoi? Si vous vous rappelez. P de I, on l'a déjà fait. P puissance I moins 1 fois P. Oui, donc c'est 1 moins P, ou bien Q, sachant que Q est égal à 1 moins P, à la puissance I moins 1, regardez, vous avez I moins 1 échec jusqu'à avoir un succès. L'espérance, dans le cas de la loi géométrique, elle est égale à combien? 1 sur P. Donc déjà, on peut facilement trouver l'espérance, c'est 1 sur 0,6. Maintenant, on nous demande de trouver le temps. Quel est le temps qu'il faut pour faire le déchiffrement? Donc c'est normalement E de, non pas X, mais E de grand T X. Et du moment que T est constant et qui ne dépend pas de X, donc on peut écrire grand T fois espérance. Et espérance, c'est 1 sur 0,6. Bon, ici, il ne nous a pas donné un temps clair si on veut. Donc, c'est égal à T sur P. Bon, déjà, 1 sur 0,6, ça vous donne combien? Normalement, ça vous donne 1, donc 1,7. 1,7, c'est le nombre moyen de tentatives, qui est l'espérance mathématique. Et si par exemple on avait grand T égale à 3 mois, donc si T il est égal à 3 mois, qui est la durée d'une tentative, pour obtenir un décryptage, il faudrait 3 sur 0,6 qui est égal à peu près 5. Et donc il faudrait 5 mois pour faire le déchiffrement si on avait 3 mois pour faire une seule tentative. Clair? Oui. Donc ici, il n'a pas donné des... Si on veut, il n'a pas donné des chiffres. Je pense à l'examen, il vous donnera plus des chiffres à trouver. Donc il aurait dû donner un grand T. Mais je vous ai donné un exemple. Si grand T il est égal à 3 mois, donc pour arriver au déchiffrement, il nous faudrait 5 mois. Pourquoi? Parce que c'est 3 sur 0,6. Sachant que T, c'est la durée d'une seule tentative. Voilà. Et c'est assez court comme temps parce qu'on a une probabilité qui est supérieure déjà à la moitié. Donc si on veut, plus P augmente, plus le temps est réduit. Alors, pour cet exercice, c'est pas vraiment l'ordre de la série. Pourquoi? Parce que ça traite sur une loi discrète. Mais bon. L'exercice numéro 3 maintenant. À l'instant T d'occurrence d'un certain événement, exemple la panne d'un système, il vous dit que ça suit une loi exponentielle de paramètres, lambda, et à l'instant tau, on sait que l'événement ne s'est pas encore réalisé. Quelle est la loi de probabilité du temps restant jusqu'à l'occurrence de cet événement? Alors, à votre avis? Déjà, f de x pour la loi exponentielle, c'est égal à combien? La fonction de densité. C'est égal à combien? Bon, la puissance x ou moins lambda. Oui. Moins lambda x.
Donc supposons que le temps de l'instant d'occurrence, donc ça ne devrait pas être au niveau du temps, par exemple, un seul instant. Du moment que la variable elle est continue, donc c'est supposé être un intervalle. Par exemple, on peut supposer que c'est l'arrivée, par exemple, de 2 autobus. Par exemple, l'arrivée du premier autobus et l'arrivée du deuxième autobus. Et supposons que taux, il est ici. On vous dit que, au niveau de l'exercice, alors l'instant taux, on sait que l'événement ne s'est pas encore réalisé. Donc, la loi de probabilité du temps restant, c'est donc c'est grand F de X. Et grand F de X, c'est P de... Du moment que taux, c'est avant grand T, et on nous demande la probabilité du temps restant. Donc ça sera, par exemple, θ inférieur à X, sachant que θ, c'est T moins taux. Donc c'est P2. Par exemple, on va le nommer θ inférieur à X. Et θ, c'est égal à T moins taux. Moins taux, comme ça. Sachant aussi, du moment que taux il est au niveau de l'intervalle, donc T il est supérieur à taux. Et si vous vous rappelez des lois qu'il vous a présentées au niveau du chapitre vecteur aléatoire, ici on a, si on veut, un P2 X sachant Y. Donc 2 événements. Et c'est égal à combien? C'est égal à combien? Donc P de X sachant Y, c'est P de XY sur P de Y. Est-ce que vous vous rappelez de cette loi au niveau du cours? Oui. Voilà. Alors P de XY sur P de Y. Alors, on va les exprimer en fonction de F, parce qu'on a l'expression. Déjà, P de X... Comment? Oui. Oui. C'est X et Y en même temps. Alors, c'est P de XY, c'est P en fonction de taux, etc. Donc, c'est un X... un grand T pardon, qui est compris entre taux et taux plus X. Ici, regardez. T, il est supérieur à taux. Ça, c'est le Y, si on veut. Et en même temps, T, il est supérieur à... inférieur, pardon, à taux plus X. Donc, T... il est compris entre taux et taux plus X sur P de Y, c'est P de T supérieur à taux. Et P de T supérieur à taux, c'est égal à combien en fonction de P de T inférieur à taux? C'est 1 moins P de T inférieur à taux. Pourquoi je dois exprimer en fonction du inférieur? Parce que le inférieur, c'est P de X inférieur à quelque chose, c'est égal à F de X. Et ici, ça sera égal à combien? Donc F de taux plus X. Moins T taux. Exactement. Sur 1 moins F
de taux. Alors, c'est égal à combien? Donc, on va remplacer D1. On remplace en fonction du f qu'on a, parce que ça suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc, f de taux plus x, ça sera lambda exponentielle moins lambda taux plus x moins lambda exponentielle moins lambda fois taux, le tout sur 1 moins la même chose, lambda exponentielle moins lambda taux. Et si on simplifie, on obtient combien? Alors, x pour moins lambda. X pour moins lambda fois x moins 1. on obtient 1 moins expo moins lambda x. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'il y a maintenant le taux qui apparaît? Le taux, il n'apparaît pas quand on essaie de calculer ce f de x. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure d'un point de vue théorique, comme ça, quand on regarde le résultat qu'on a obtenu? C'est que ça ne dépend pas du temps. Ça veut dire que, quel que soit l'instant taux de l'arrivée, à la station, par exemple, du moment qu'on a l'arrivée de 2 autobus, donc ça c'est grand T. Donc le temps qui nous reste pour que le deuxième autobus arrive, il ne dépend pas de taux. Donc, c'est parmi les caractéristiques de la loi exponentielle, c'est une loi qui possède la propriété d'absence de mémoire. C'est à peu près la même chose que la loi géométrique au niveau des variables discrètes aussi. C'est une loi qui ne possède pas la propriété d'absence de mémoire. Ça veut dire que vous allez toujours trouver la même probabilité et qui ne dépend pas du taux qui est votre temps d'arrivée. Voilà ce qu'on peut déduire en faisant cet exercice. C'est déduire une propriété de la loi exponentielle, c'est que c'est une loi qui possède la propriété d'absence de mémoire. Donc quel que soit votre temps d'arrivée, il y aura toujours la même probabilité. Si on avait utilisé notre loi, on aurait eu un résultat qui dépend du taux. Mais la loi exponentielle, c'est la seule loi où il y a cette absence de mémoire. On ne se souvient pas du temps, c'est pas important. Voilà pour cet exercice. Exercice numéro 4 et 5. Donc ici, c'est les vecteurs aléatoires. C'est les deux exercices où on demande de connaître certaines lois. Donc f de x, y, f de x sachant y, comment calculer f de x, les lois marginales, f de x et f de y en fonction de f de x, y. Alors, au niveau du quatrième exercice, par exemple, on a une variable aléatoire, x, qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc f de x, elle est égale à combien dans ce cas-là? Toujours lambda exponentielle moins lambda x.
Ça, c'est f de x. Et maintenant, on a f de... attendez. Voilà. Et on a y, la y sachant x, donc f de y sachant x. Elle suit aussi une loi exponentielle de paramètre x. Donc, ici on a, donc ici je préfère écrire, non pas comme ça f de x, mais comme ça, f de x et f de y sachant x, c'est égal à combien? Du moment qu'on dit que c'est une loi qui a pour paramètre x, donc au lieu de lambda, ici ça sera x exponentielle moins x y. Qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de l'exercice? De trouver la loi conjointe de x et de y. La loi conjointe, c'est f de xy. C'est égal à combien? C'est égal à combien la loi conjointe? Y exposant à x. Non, f de xy en fonction de f de x et de f de y sachant x. C'est tout simplement la multiplication. C'est f de x fois f de y sachant x. Parce que normalement vous avez cette loi au niveau du cours. Donc f de x fois f de y sachant x, c'est égal à f de x, y. Et donc il suffit juste de faire lambda exponentielle moins lambda x fois x exponentielle moins xy. Donc ça vous donne normalement lambda fois x fois exponentielle moins x fois lambda plus y. Voilà. Si on prend lambda en facteur. Clair? Donc ça c'est une loi que vous trouvez au niveau du cours. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Quand on vous demande une loi conjointe, c'est f de xy. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Trouver la densité marginale de y. C'est quoi la densité marginale de y? C'est f de y. C'est égal à, en fonction de f de xy, divisé par f de x. Non. Non. C'est l'intégrale de f de xy dx. Et si on avait demandé f de x, ça serait l'intégrale de f de xy dy. Veut dire que le x ici, il est constant. Et ici, le y, il est constant. Parce qu'on intègre par rapport à x. On nous demande f de y. Donc, ça aussi, c'est une loi que vous trouvez au niveau du cours. Donc, au niveau du titre, loi marginale. Et c'est tout simplement l'intégrale de ce qu'on a trouvé au niveau de la première question. Donc, x fois lambda fois exponentielle moins lambda y plus lambda. Et normalement, ça vous donne, donc si vous faites l'intégrale, lambda sur lambda plus y. Bon, ça, on ne nous demande pas de la calculer, c'est juste pour faire la différence. Quand on demande la loi marginale de y et quand on demande la loi marginale de x. Donc c'est l'intégrale de la loi conjointe de x et de y
Ici, faites attention. Ici, c'est dx pour f de y et ici, c'est dy pour f de x. Maintenant, on nous demande de calculer x sachant y. F de x sachant y, c'est égal à combien? C'est égal à quoi, pardon? Y sachant x sachant y ou bien, attendez. Oui, x sachant y, parce que y sachant x, on l'a déjà. Donc c'est f de x, y sur f de y. Voilà, donc on a déjà obtenu au niveau de la première question la loi conjointe f de x, y et f de y qui est lambda sur lambda plus y. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc là, j'ai juste appliqué les lois que vous avez vues en cours. C'est clair? On vous a dit non dans le chat, madame. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Voilà. Il faut dire qu'est-ce qui n'est pas clair. Katia, qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est juste l'exercice numéro 4. C'est juste l'application. Est-ce que vous avez suivi le cours vecteur aléatoire? Donc vous avez deux variables, qu'elles soient indépendantes ou pas. On avait l'habitude de faire les calculs pour une seule variable aléatoire continue. Donc densité, grand F, etc. Maintenant, quand on a deux variables qui suivent des lois. Donc on a ici x et y. On vous dit que x, il suit une loi exponentielle de paramètre lambda et y, il suit une loi exponentielle de paramètre x. Et on vous demande de trouver la loi conjointe. Donc f de x, y, au niveau du support de cours, vous avez la formule de f de x, y. F de x, y, c'est f de y sachant x fois f de x. Vous avez f de x, vous avez f de y sachant x au niveau de l'exercice, vous faites la multiplication. Après, on nous demande de calculer la loi, la densité marginale de y. Densité marginale, que ce soit de x ou bien de y, c'est l'intégrale de f de x, y. Tout dépend. Donc pour f de y, ça sera intégrale de f de x, y dx. Et pour f de y, ça sera intégrale de f de x, y dx. Et pour l'autre, c'est l'inverse, donc dy. C'est tout. Donc j'ai calculé ça. L'intégrale de l'exponentielle, elle est facile, donc c'était lambda sur lambda plus y. Et puis on nous demande de calculer f de x sachant y. F de x sachant y, donc f de xy, c'est égal à f de x sachant y fois f de y. Du moment qu'on a obtenu f de y au niveau de la deuxième question, donc on fait juste la division de la formule de f de xy sur f de y. Si on veut, on n'a pas des chiffres ici, c'est juste des formules abstraites quand même. C'est juste l'application des lois au niveau du cours. Donc l'important c'est juste de savoir comment appliquer. Donc pour les démonstrations, etc. Sauf si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter des sites ou bien aller sur internet et chercher vraiment les démonstrations, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Du moment qu'au niveau de ce module, c'est juste étudier les probabilités d'un point de vue calcul, juste savoir comment manipuler des formules. Parce que en étant inscrit en informatique, on n'est pas censé connaître toutes les démonstrations de toutes les formules. On nous demande juste de savoir appliquer les formules, et le plus important au niveau des exercices, c'est de choisir aussi les lois. Si vous savez choisir la loi à utiliser et vous savez la manipuler, donc il n'y a pas de problème. C'est comme par exemple au niveau de la loi normale. C'est apprendre à manipuler la table de la loi normale centrée réduite. Voilà. C'est clair, Katia?
De toute façon, je vous envoie un corrigé détaillé, donc vous aurez toutes les formules. Exercice numéro 5, le dernier. Donc on a deux variables, x et y, qui sont indépendantes, qui ont des lois respectives exponentielles de même paramètre lambda. Ça veut dire que f de x c'est lambda exponentielle moins lambda x, et f de y c'est lambda exponentielle moins lambda y. On nous demande de trouver f de z, sachant que z c'est la somme des deux variables. Et au niveau du cours, vous avez des formules quant aux sommes. Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a fait? Donc en réalité, on nous demande f de z. C'est égal f de x, f de y. Et f de y, c'est, en fonction de z, c'est z moins x. On remplace. Donc, du moment qu'on cherche grand f, pardon, ici, donc c'est l'intégrale de la fonction de densité de 0 jusqu'à z. F de x, c'est lambda exponentielle moins lambda x fois lambda exponentielle moins lambda z moins x. Alors, on intègre par rapport à x, donc dx ici. Et donc, on a déjà le lambda qui sort, lambda au carré. On a aussi l'exponentielle moins lambda z qui sort, celui-là. Et qu'est-ce qui nous reste au niveau de l'intégrale? Il nous reste exponentielle moins lambda x. Ici, si on distribue, ça sera plus lambda x. Et ça donne exponentielle de 0, ou bien c'est égal à l'intégrale de dx. L'intégrale de dx est égale à z. Donc c'est égal à lambda au carré fois z fois exponentielle moins lambda z. Et ça, c'est quoi en réalité? C'est la formule, donc je pense pas que vous vous rappelez, c'est la formule d'Erlang. D'ordre 2. Et du moment qu'on a la formule d'Erlang d'ordre 2, l'espérance, ça sera l'ordre sur lambda. Donc 2 sur lambda. Mais, donc on a 2 sur lambda pour l'espérance. Mais du moment que z, c'est x plus y, et du moment que x et y sont des lois exponentielles, la loi exponentielle, l'espérance shal, donc ex, c'est égal à combien? Du moment que c'est une loi exponentielle, donc c'est 1 sur lambda. EY, kiff kiff, c'est 1 sur lambda. Et on a la propriété de l'addition au niveau de l'espérance, c'est que espérance de z qui est x plus y, c'est espérance de x plus espérance de y. Donc c'est 1 sur lambda plus 1 sur lambda, c'est 2 sur lambda. Donc on a pu le trouver facilement en faisant la somme des deux espérances en utilisant l'espérance de la loi exponentielle. Mais sinon, on avait la formule aussi qui dit que l'espérance au niveau de la loi Erlang, c'est le k sur lambda. Et le k, c'est l'ordre. Donc k sur lambda, 2 sur lambda, on a trouvé la même réponse. Donc que ça soit en utilisant le résultat au niveau de la loi d'Erlang, en réalité, c'est ça. Donc c'est l'intégrale de ça fois x pour trouver le k sur lambda. Mais bon, je vous ai dit d'utiliser les résultats directement. Sinon, si on ne connaissait pas l'espérance pour la loi d'Erlang, et si on connaissait l'espérance pour la loi exponentielle, on pouvait utiliser la propriété de l'espérance au niveau de l'addition. Donc ex plus y, c'est ex plus ey. Et c'est 1 sur lambda fois plus 1 sur lambda, c'est égal à 2 sur lambda.
Est-ce que c'est clair? Non, pourquoi f de z c'est f de x pourquoi grand f de z c'est l'intégrale de f de x sur f de z moins x? Grand f, c'est l'intégrale de f de x. La fonction de répartition, c'est l'intégrale de la fonction de densité. Oui. Et f de z, c'est f de x plus y. Et donc ça sera l'intégrale de la multiplication. Ça aussi, c'est un résultat au niveau du cours, du 4e cours qui vous a fait, vecteur aléatoire. Ce que je vous conseille au niveau de ce chapitre, c'est de prendre une feuille et résumer toutes les propriétés que vous avez. Et essayer de les manier. Donc ne cherchez pas à trop comprendre les résultats. Ce qui est important, c'est de savoir comment les appliquer. C'est tout. Mais bon, je ne sais pas s'il va vous donner ça à l'examen. Je verrai, on verra. Mais sinon, vous avez une idée. Oui? Madame, normalement, on a le prof, puisque داك ما داير في بالنا اللي حسوا يوصلوا لهاد الشابيتر. اصلا نتبعوا نسلكوا وقالنا البروف بلي هذا مازال ما حسوا يوصلوا له تما نورمالمون نحطوه في الكونتينيو. Ok, mais il n'y a pas de problème. Je vais lui envoyer un mail, je vais lui dire qu'on a juste introduit ces exercices. Il ne faut pas qu'il vous juge beaucoup sur ça. Exactement. Okay, je vais lui dire que vous vous arrêtez au niveau des variables continues, les lois. Oui, c'est mieux, merci. Ok, mais sinon, s'il insiste, s'il veut faire une ou deux questions, qu'il fera dans ce style-là. Parce qu'au niveau de cette série, elle n'est pas vraiment dédiée pour les variables continues. Il y a un peu de tout si vous avez remarqué. Il y a deuxième exercice, loi géométrique. Ensuite, il y a exo 4 et 5, c'est vecteur aléatoire. Mais bon, si vraiment vous aurez ce chapitre-là, essayez de mémoriser les formules les plus importantes. F de x, y, les lois marginales et f de y sachant x, f de x sachant y, comment les calculer. Donc c'est à peu près la même chose qu'au niveau des variables continues, sauf qu'ici vous avez deux variables ou plus. Je pense pas, on n'a pas introduit par exemple le cas de 3 à 4 variables, donc au niveau 3D, 2D, on s'est arrêté à ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est comment manipuler ces formules. Et je ne sais pas si vous avez ce tableau d'autorisé à l'examen, je ne sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il va... Il vous l'a pas envoyé? Est-ce que vous pouvez l'envoyer? Je peux vous l'envoyer, sinon sur Google, il y en a. Elles sont toutes les mêmes. Par exemple, moi, celle-là, je l'ai téléchargée. Mais bon, je sais pas technique laquelle. S'il y a 2, 3 chiffres après la virgule, etc. Ok, sinon, il faut lui demander la table qui vous demande d'utiliser. Peut-être que même quand il fait le corrigé, il va se baser sur une table. Parce qu'il y a des tables, par exemple, où il y a 5 chiffres après la virgule. D'accord. Voilà, donc je pense que la loi, la table, il faut la lui demander. C'est tout. Donc voilà pour le TD. Voilà, donc les lois discrètes, continues, et le premier chapitre. Probabilité conditionnelle, etc. Loi de Bayes. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, si vous n'avez pas de questions, c'est terminé. Sinon, vous pouvez envoyer d'un technique des mails d'ici l'examen. Il n'y a pas de problème. Si je peux vous aider. D'accord, madame. Inch'Allah. Et je vous ai envoyé hier des sujets d'examen au niveau du campus virtuel. Donc, les sujets que je vous ai envoyés, c'est ces sujets à lui. Donc, comment il propose les sujets. D'accord, je les ai partagés. Très bien. Madame, les rapports. Comment? Vous avez envoyé des enregistrements. Oui, vous les avez ils sont uploadés. Ah, ok. Oui. Voilà, donc j'essaierai durant le week-end de préparer le corrigé de cette série. Et vous l'envoyer. Voilà, donc c'est terminé si vous n'avez pas de questions. Merci, madame. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, madame. De rien.